Efendim herkese merhaba. Toplum ve Siyaset'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Gülener Kırnalı. Bugün çok özel bir konuğum var. Dünyaca ünlü Fransız siyaset bilimci, düşünür ve Orta Doğu uzmanı Olivier Roy. Olivier Roy, Siyasal İslam'ın Çöküşü adlı çalışmasıyla tüm dünyada büyük yankı uyandırmış bir isim. Aynı zamanda çok geniş bir araştırma alanına sahip bir akademisyen, nitekim dünyaca ünlü bir İran uzmanı. Bugün kendisiyle İran'dan Suriye'ye, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ve siyasal İslam'ın bugününü konuşacağız. Aynı zamanda dünyada yaşanan küresel değişimi ve bu yeni dönemin nereye evrildiğini de ele alacağız. Kendisiyle bu röportajı Fransızca yapacağız. Ancak röportajın tamamının Türkçe çevirisine Medyascope internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bonjour Monsieur Olivier Roy, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui, bien sûr l'Iran, puis les évolutions majeures au Moyen-Orient, mais aussi les grandes transformations du monde actuel. Mais commençons par l'Iran, qui est au centre de l'actualité mondiale. Sans aucun doute, on voit un drame humain très grave en Iran et le régime semble mener une véritable guerre contre son propre peuple. Et aujourd'hui, tout le monde se demande comment cette crise va évoluer. Alors, commençons par là. En 1999, vous avez publié avec Ferhat Kosakavar le livre intitulé « Iran, comment sortir d'une révolution religieuse ». Donc, dans ce livre, vous écriviez « Toutes sortes de signes l'attestent, l'Iran est en train d'en finir avec sa révolution, mais pourquoi et comment sortons d'une révolution islamique ?» Alors, 25 ans ont passé, l'Iran a traversé de nombreuses épreuves et d'une manière ou d'une autre, le régime est parvenu à se maintenir. Mais aujourd'hui, il semble affronter l'une de ces crises existentielles les plus graves. Alors, donc, en reprenant la question centrale de votre livre, est-ce que nous sommes en train de voir la fin de la République islamique d'Iran? Et si oui, en 2026, comment sortons d'une révolution islamique? Alors, je dirais que le régime islamique, basé sur l'idéologie islamique, sur le contrôle des mollahs, etc., a cessé de fonctionner à la fin des années 90 pour se transformer en dictature. Et aujourd'hui, on peut dire carrément en dictature des gardiens de la révolution. Le clergé n'est plus vraiment en charge. Et surtout, la population ne croit plus en l'idéologie islamique. C'est ça, si vous voulez, ce que j'ai appelé l'échec de l'islam politique, c'est la crise de l'idéologie islamiste. Et cette crise est apparue à la fin des années 90. Alors ensuite, le régime a essayé de faire une sorte de compromis avec la population. Donc il y avait régulièrement un président modéré qui prenait la place d'un président radical et inversement. Et le régime a fait des concessions sur le mode de vie, sur l'idéologie, etc., tout en restant profondément autoritaire, dictatorial. Et durant les 20 dernières années, ou 25 dernières années, je dirais que la société iranienne est devenue une société complètement sécularisée. Ça ne veut pas dire que les mollahs ont disparu, ça ne veut pas dire que l'islam a disparu, mais je dirais que le pourcentage de la population qui adhère encore au régime sur des bases à la fois idéologiques et clientélistes, c'est à peu près 20%. 20% de la population. C'est-à-dire les familles des gardiens de la Révolution, les familles des Bassidji, les familles cléricales. Bon, on arrive quand même à plusieurs millions de personnes, ce qui explique que le régime peut encore organiser des grandes manifestations dans la rue. Mais le reste de la population ne suit pas, ne marche pas, ne croit plus du tout dans le régime, ne croit plus dans la justice islamique, et veut de la démocratie, bien sûr, mais surtout une amélioration de ses conditions de vie. On a eu toute une série de protestations depuis 25 ans. Tantôt c'était politique,
comme en 2009 avec la réélection de Ahmadinejad, où les gens protestaient parce que les élections avaient été trafiquées. Hein. Tantôt c'est sur la question des mœurs, hein, comme avec le soulèvement après la mort de la jeune femme qui portait mal le voile. Hein. Donc on a eu il y a 3-4 ans la révolte contre le voile. Ce qui est nouveau aujourd'hui, hein, c'est qu'on a une conjonction des luttes. C'est-à-dire on a des catégories complètement différentes et divergentes qui maintenant descendent ensemble dans la rue pour demander la fin du régime. Ils ne demandent pas des réformes, ils demandent la fin du régime. On a bien sûr la jeunesse, on a les classes moyennes, on a les femmes, on a les minorités ethniques, mais là depuis donc les dernières manifestations, on a le peuple, le prolétariat, hein, les gens pauvres, et on a les marchands du bazar. Voilà. C'est-à-dire ce qui était la base sociale et idéologique du régime autrefois. Donc le régime a perdu sa base transclasse, hein, à travers les différentes classes sociales. Il ne reste maintenant qu'une clientèle qui adhère au régime pour des raisons à la fois idéologiques, mais surtout matérielles. Bon. Donc c'est l'économie, si vous voulez, qui a joué un grand rôle dans la crise actuelle du régime. Mais les gens ne veulent pas de réforme. Voilà, c'est ça qui est très important. Et là, donc, pour le régime, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de survie. Soit ils réussissent à écraser l'insurrection dans le sang, soit ils disparaissent. En complément, j'aimerais vous poser une question sur la place des jeunes et des femmes qui semblent être au cœur de la contestation en Iran, même, comme vous avez déjà dit, dans une continuité avec les mobilisations de 2022. Et dans ce point de vue, on a l'impression que, comme vous le suggérez déjà, le régime islamique n'est pas parvenu à consolider idéologiquement les nouvelles générations dans son propre camp. Est-ce que cela peut être plus largement le signe d'une crise de légitimité religieuse, voire d'une nouvelle quête identitaire au sein de la société iranienne? Oui, absolument. Le régime a échoué à créer une nouvelle génération islamique. Hein. De même que les régimes communistes essayaient de créer des nouvelles générations communistes, qui a un état d'esprit communiste. De même, le régime a essayé d'éduquer de nouvelles générations dans leur vision idéologique de l'islam. C'est un échec total. Et qui a même eu l'effet inverse de détourner les jeunes non seulement du régime, mais très souvent de l'islam. Les jeunes sont beaucoup moins pratiquants, ils vont beaucoup moins à la mosquée, encore musulmans, mais de manière, j'allais dire presque simplement identitaire. D'autres vont chercher des formes religieuses en dehors de l'orthodoxie chiite, donc ils vont chercher dans le soufisme, par exemple. Hein. D'autres vont chercher une spiritualité dans d'autres religions. Et on a un phénomène de conversion au christianisme aujourd'hui en Iran, hein, qui est qu'on ne peut pas chiffrer, mais enfin qui est réel, qui est important. Donc la jeunesse se détourne non seulement de l'idéologie islamiste, mais même de plus en plus de l'islam. Et ça, c'est très grave pour le régime. C'est bien la preuve de son échec total. Donc aujourd'hui, le régime ne tient que par les armes et le clientélisme. Donc, ce qui se passe en Iran, bien sûr, ne concerne pas seulement l'Iran. Il y a des répercussions sur l'ensemble du Moyen-Orient. Or, la région est aujourd'hui marquée par de profondes instabilités. Les derniers développements en Syrie, par exemple, sont très présents dans l'actualité en Turquie. Et plus largement, du Yémen à Israël, de l'Iran à la Syrie, le Moyen-Orient traverse une période de crise multiple. Dans ce contexte, j'aimerais vous demander que deviennent aujourd'hui les thèses que vous défendiez dans votre ouvrage très connu, L'échec de l'islam politique. Comment vous voyez l'existence ou la transformation de l'islam politique en 2026 au Moyen-Orient, mais aussi à l'échelle du monde?
Alors aujourd'hui, on peut dire que l'islam politique, sous toutes ses formes, est en crise profonde. C'est-à-dire qu'il a été, il a subi des défaites durant les dernières années. Alors la première défaite, je dirais, elle est politique. C'est le printemps arabe. En 2011, les jeunes sont descendus dans la rue, en Tunisie, en Égypte, en Syrie, et dans toutes ces manifestations, il n'y avait aucun slogan islamique. Alors que dans les années 90, en Égypte par exemple, les jeunes descendaient dans la rue en scandant l'islam est la solution, le Coran est la constitution. En 2011, rien du tout. Donc on a le premier point, c'est l'islam politique n'est plus mobilisateur. Il ne mobilise plus les gens dans la rue. Les jeunes qui descendent dans la rue veulent autre chose. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans, hein, bien sûr. Hein. Ça veut dire qu'ils ne croient pas que l'islam est une réponse politique aux problèmes d'aujourd'hui. Ça, c'est important. Le deuxième échec, c'est quand les frères musulmans ont gagné les élections en Tunisie et en Égypte par défaut. C'est-à-dire, ils n'ont pas gagné les élections parce que les gens voulaient majoritairement un régime islamique. Ils ont gagné les élections parce qu'ils étaient les seuls opposants à être organisés, à avoir un appareil, etc., et à proposer un programme de gouvernement. Ils ont été élus en Égypte et en Tunisie, et au Maroc aussi d'ailleurs, et ça a été un échec. Un échec. Ils ont été incapables de mener une politique concrète. En Tunisie, ils ont accepté tout ce qui est la démocratie moderne parlementaire. Ils ont accepté également la liberté religieuse, tout ça, mais ils n'ont pas su gouverner. Pareil au Maroc et en Égypte, ils sont devenus impopulaires et ils ont été renversés par le coup d'État du maréchal Sissi. Donc le premier point, c'est échec des frères musulmans partout. Le deuxième point, pardon. Échec des frères musulmans partout. Le troisième point, c'est l'échec du djihad. On a eu Ben Laden et Al-Qaïda qui ont duré longtemps et qui sont toujours là parce qu'ils ne se sont jamais territorialisés. Al-Qaïda n'a jamais essayé de créer un État islamique quelque part. Al-Qaïda est une organisation nomade, globale, avec des effectifs peu nombreux, mais très professionnels. Bon. Mais ils n'ont pas essayé à créer un califat islamique. Ensuite, on a eu ISIS, Daesh, en Syrie, qui là avait un programme absolument radical de califat islamique. Et puis, c'est un échec, évidemment. Un échec total. Et je crois que la Syrie aujourd'hui est le laboratoire du post-islamisme. Parce que le vainqueur, M. Al-Shara, n'est pas du tout un laïc. Ce n'est pas un démocrate. Il n'est pas du tout anti-islamisme. Il vient de l'islamisme. Il est passé donc par Daesh, par Al-Qaïda. Il a formé sa propre organisation. Et il a eu, disons, une pratique de l'exercice du pouvoir à Idlib pendant 7-8 ans. Il a pu vraiment mettre en place un gouvernement à Idlib. Et là, il est devenu pragmatique. Il reste toujours un musulman personnellement très strict, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il a compris qu'il fallait abandonner le thème de l'État islamique, abandonner la référence absolue à la charia, faire des alliances, accepter la diversité culturelle, ethnique et religieuse de la Syrie. Bref, il s'est positionné sur le nationalisme ou le patriotisme. Et ça marche. Alors évidemment, ça n'est pas facile, mais disons que les conflits qu'il y a aujourd'hui en Syrie ne sont pas des conflits idéologiques. Ce sont des conflits qui opposent des groupes ethnico-linguistiques. Les Alaouis, les Druzes, les Kurdes, les Arabes sunnites, etc. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. Et le problème, c'est tout simplement de reconstruire un État et de reconstruire la nation à partir de l'État.
Et donc là, on a bien la preuve que l'islam politique ne marche pas, mais par contre que les militants d'origine islamiste, eux, sont capables de tirer les leçons de l'échec de l'islam politique et de se comporter en politiciens professionnels, si je peux dire. Donc le problème de la Syrie aujourd'hui, ça n'est pas l'islam politique, ça n'est plus le djihad, même s'il y a des bouts d'ISIS qui continuent à se battre dans la province Est. Le problème de la Syrie, c'est largement les interférences étrangères. Voilà. C'est que la Syrie, qui est au centre du Moyen-Orient, est un enjeu de lutte d'influence. Alors, on a vu comment, d'une part, l'Iran a perdu, alors que l'Iran, il y a encore un an, contrôlé, je dirais, avait tout un axe qui partait de Beyrouth pour aller jusqu'à Téhéran, en passant par Bagdad, Damas, le Hezbollah, le Hamas, etc., etc. C'est fini. Le seul endroit où l'Iran a encore des partisans, c'est le Yémen. Mais à mon avis, ça ne va pas durer très longtemps. Donc on a eu un effondrement de l'influence iranienne dans la zone et de l'influence russe en même temps. Et puis on voit que la Syrie, le problème de la Syrie aujourd'hui, c'est très largement lié aussi à deux de ses voisins, Israël et la Turquie. Israël a pris une espèce de protection des Druzes, mais en fait Israël veut étendre sa zone d'influence, créer une espèce d'espace tampon, sans se soucier de la stabilité du régime en Syrie. Et par contre, il y a une conjonction d'intérêts beaucoup plus grand entre la Turquie et Al-Shara. Parce qu'aucun des deux ne veut un Kurdistan indépendant. Voilà, ni la Turquie, ni la Syrie. Pour des raisons très logiques, qui sont pas des raisons personnelles de M. Erdogan ou de M. Al-Shara, mais qui sont liées, bien entendu, à la géostratégie de ces deux pays. La Syrie veut se reconstruire comme un État unitaire, en acceptant la diversité culturelle et linguistique. Donc Al-Shara a reconnu la langue kurde, mais refuse un État fédéral où les Kurdes pourraient gérer eux-mêmes le Nord-Est. Et alors, paradoxalement, c'est très symétrique à ce que fait M. Erdogan. C'est-à-dire, on refuse aux Kurdes tout système fédéraliste, toute territorialisation, mais on accepte de reconnaître que les Kurdes existent, qu'il y a une langue kurde, une culture kurde, et donc on accepte la reconnaissance, disons, de droits culturels, et on refuse le séparatisme politique. Voilà. Donc là, il y a une conjonction d'intérêts. Mais il y a un autre acteur derrière tout ça, qui est évidemment le PKK. Et le problème qui est le problème profond du peuple kurde, c'est qu'il ne peut pas être unifié politiquement. Voilà. On voit déjà en Irak, où les régions kurdes sont autonomes, mais refusent de parler au nom du peuple kurde et refusent bien entendu toute alliance avec le PKK. Pour les PYD en Syrie, c'est plus compliqué parce qu'on sait que une grande partie de l'appareil militaire des Kurdes syriens est en fait tenu par des gens du PKK qui viennent de Turquie ou certains d'ailleurs, mais bon, qui sont du PKK. Et là, il y a un choix à faire. Si les Kurdes de Syrie veulent trouver une certaine, disons, jouer un rôle en Syrie, il faut qu'ils acceptent, dans le fond, de se couper du PKK. C'est-à-dire de se couper des Kurdes turcs. Il faut que c'est la condition à stabilité, c'est la reconnaissance de la frontière entre la Syrie et la Turquie, la frontière actuelle, et donc éviter l'émergence d'un État kurde. Donc Al-Shara, c'est-à-dire Damas et Ankara, ont les mêmes intérêts. Et je crois que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire on voit de plus en plus M. Mazloum, le leader kurde syrien, parler de manière autonome,
parler des Kurdes syriens et se détacher petit à petit de l'influence du PKK, d'autant plus que officiellement le PKK n'existe plus, puisqu'officiellement il a été dissous par M. Öcalan lui-même, même si l'appareil du PKK reste largement en place. Donc on a une évolution ici qui est plutôt positive, où les Kurdes doivent renoncer à leur idée d'un grand Kurdistan ou bien d'un Kurdistan interne à la Syrie et interne à la Turquie, en échange d'une reconnaissance culturelle, linguistique et de la pleine citoyenneté. Ce qui est important pour les Kurdes syriens, parce qu'on sait qu'il y avait des centaines de milliers de Kurdes syriens qui n'avaient pas droit à la nationalité syrienne. Maintenant, c'est fait. Ils sont maintenant des citoyens syriens comme les autres. Donc, je pense que si cette coopération, cette convergence d'intérêts entre Ankara et Damas continue, si les Kurdes de Syrie, avec M. Mazloum, arrivent à s'autonomiser par rapport au PKK, on a de bonnes chances de voir apparaître une Syrie stable dans les 5 années à venir. Donc, dernièrement, j'aimerais maintenant élargir la focale, sortir du cadre moyen-oriental et regarder le monde dans sa transformation actuelle. Pour cela, partir de votre dernier livre est paru en 2022, L'aplatissement du monde, la crise de la culture et l'empire des normes. Donc, dans cet ouvrage, vous montrez que les conflits contemporains ne se jouent plus uniquement sur le terrain géopolitique, mais aussi autour des questions de culture, d'identité et de normes. Aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe dans le monde, j'aimerais vous demander sur quel axe le monde est-il en train de se fracturer. Et dans ce cas, est-ce que nous entrons dans un nouvel ordre international où les valeurs et les institutions libérales perdent leur centralité? Et est-ce que nous basculons vers une logique de rapport de force et de zone d'influence qui rappelle la politique de puissance du 19e siècle? Alors, c'est clair que nous voyons aujourd'hui la fin du système libéral tel qu'il s'est mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la fois politiquement, essentiellement en Occident, mais également sur le plan des relations internationales, avec la création de l'ONU et avec cette idée qu'il y a un droit international qui doit primer sur les rapports de force. Bon. La crise du libéralisme, elle est aussi interne aux différentes démocraties, puisqu'on voit que les mouvements populistes maintenant ne défendent pas le libéralisme, ils ne défendent pas la démocratie. Donc on a la crise du libéralisme à la fois au niveau intérieur dans chaque pays, avec la montée des populismes, et au niveau international, avec la disparition de la notion de droit international. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à la place? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Alors, si vous écoutez les populistes, ils veulent un retour au 19e siècle, effectivement, à l'intérêt national, voire à l'empire. Monsieur Poutine rêve de restaurer l'empire russe. Monsieur Trump rêve de restaurer ou instaurer un empire américain qui irait du Groenland jusqu'à l'Argentine. La Chine s'étend dans le Pacifique et veut recréer un grand empire chinois en reprenant Taïwan. Donc là, on a l'impression qu'effectivement, on revient au 19e siècle, au clash des grands empires et à un retour d'une forme de colonialisme, d'ailleurs. Mais en même temps, on voit très bien que ces empires sont fragiles, là, de l'intérieur. D'abord, contrairement à, disons, à ce que c'était au 19e siècle, ce ne sont pas du tout des nations homogènes. Ce sont on est maintenant dans des pays qui sont démographiquement très diverses avec l'immigration, qui sont en crise démographique avec la baisse de la natalité. C'est valable aussi pour la Chine. Chine, Russie, États-Unis, Europe, on a une chute de la natalité.
Donc, si vous voulez, tout ce qui faisait le dynamisme impérialiste du 19e siècle n'est plus là. N'est plus là. On n'est plus avec des systèmes avec des économies fortes. Maintenant, l'économie est complètement globalisée. Les high-tech maintenant qui détiennent l'économie ne sont plus territorialisés, etc., etc. Et le grand mot aujourd'hui, c'est identité, défense de l'identité, défense de l'identité. Mais, et c'est là que mon livre apparaît, joue un rôle, ces identités-là, pour moi, elles sont de l'apparence. Il n'y a plus derrière de véritable culture. On n'a plus des sociétés qui sont ancrées dans une anthropologie, dans un terroir, dans une société. Les gens se regroupent maintenant sur Internet. Ils se retrouvent dans un monde virtuel, avec des gens qui leur ressemblent. On a une crise du lien social. On a une crise des classes sociales, puisqu'il n'y a plus le travail et l'économie ne structurent plus la société aujourd'hui. Et donc, on est dans un univers, en fait, globalisé. Et pas tellement un clash des empires, on n'est pas dans un clash de la civilisation. On est dans une disparition des civilisations au profit d'une globalisation culturelle pauvre. Où on parle une espèce d'anglais, là, ce que j'appelle le globish, on parle tous cette langue appauvrie qui n'a pas de rapport avec la véritable littérature anglaise qui existait autrefois. Les populistes mettent en avant des marqueurs identitaires comme la nourriture, les vêtements, le folklore, etc., mais qui sont simplement du spectacle, qui ne sont pas ancrés dans une société véritable. Donc, ce qui apparaît comme des nouveaux empires, en fait, pour moi, ce sont des espèces de fantômes qui vivent surtout sur la nostalgie et qui sont fragiles et dont la violence s'explique par la fragilité. On le voit bien avec la Russie, qui est un pays, une société très fragile, une économie très fragile, mais extrêmement violente. On le voit avec les États-Unis aussi. Donc la violence d'aujourd'hui n'est plus cette espèce d'expansionnisme dynamique du 19e siècle, c'est plutôt une conséquence de l'affaiblissement de chaque culture sur elle-même. Monsieur Olivier Roy, merci beaucoup. Merci pour vos analyses, vos idées et vos explications éclairantes. Nous avons parlé avec Monsieur Olivier Roy de l'Iran, du Moyen-Orient et des grands changements dans le monde. Merci de nous avoir suivis.